ces scénarios de fin du monde ont résolument tous une forme de dimension résolument politique, puisque à les fonds assez différents de fin du monde, il y a toujours des causes qui sont, on retrouve souvent le nucléaire, le climat, les ressources, mais il y en a une qui est de plus en plus traitée, et on le comprend, c'est la question des inégalités sociales comme cause d'effondrement, qui là, on est résolument dans le politique au travers de scénarios de fiction. Oui, c'est l'un des grands enseignements justement, il n'y a pas que Jared Diamond, il n'y a pas que des historiens, il n'y a pas que des chercheurs qui mettent en scène la façon dont nos effondrements, au fond, fonctionnent par l'accumulation de vecteurs, on va dire, dystopiques, hein, qui, parce qu'ils s'accumulent, parce qu'ils s'ajoutent les uns aux autres, vont potentiellement créer le pire. Et effectivement, il y a par exemple un roman donc, de Paolo Bacigalupi qui s'appelle Water Knife, qui extrapole aux États-Unis les problèmes d'eau, en fait, hein, donc le long du fleuve, donc c'est le Colorado, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est le long d'un fleuve donc, au cœur des États-Unis. Et il met en scène, pour le pire, ce qui potentiellement peut se passer. Et on voit bien que la crise, au sens propre du terme, la crise la plus profonde, elle vient non seulement du problème donc, de manque de ressources, et en l'occurrence du manque de ressources en eau, mais de la façon dont ce manque de ressources vient s'ajouter à des problèmes de réchauffement climatique, puisque effectivement, ce manque de ressources, il vient aussi du fait que la température a monté de manière assez extraordinaire, et des inégalités sociales. Et en fait, ce sont ces trois facteurs cumulés qui créent le pire, en fait, dans ces États-Unis du futur, mis en scène par Paolo Bacigalupi dans Water Knife. Je pense que cette vision-là, qu'il a extrapolée à partir de données scientifiques assez solides, est très juste. Voilà. Elle est très juste. Je pense que ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir dépasser en quelque sorte ce constat négatif, en essayant de voir c'est quoi les pistes de sortie, tout en étant lucide, tout en entendant en quelque sorte ce travail assez extraordinaire à la fois de chercheurs, les rapports du GIEC, etc. Mais il faut en quelque sorte ajouter à cette dimension au fond intellectuelle, à cette dimension rationnelle de constat de problèmes tels qu'on peut les sentir, une dimension sensible, une dimension imaginaire, qui là passe plutôt par un travail d'artistes contemporains, qui passe plutôt par des auteurs qui vont aussi tisser des voies de sortie, de la poésie, des contes philosophiques, qui vont en quelque sorte nous permettre de ressentir à la fois le problème mis en scène par exemple par Paolo Bacigalupi ou par Richard Fleischer dans Soleil Vert, mais qui vont nous permettre aussi de voir comment il est possible de vivre autre chose. Ce qui marchait dans Soleil Vert, j'ai parlé d'une des scènes, mais il y a une autre scène dont parle aussi donc, Dominique Gonzalez Foster, qui a marqué vraiment les gens, c'est la mort de Sol. Ouais, oui. Quand il y a la symphonie pastorale, et il voit tout ce qu'il n'y a plus, des animaux, des belles images à la Arthus Bertrand, ou un peu cliché aujourd'hui, mais, oui. Voilà, mais il meurt, c'est une sorte de maison de l'euthanasie, il meurt avec ces images de ce que nous avons perdu, en quelque sorte. Et ça marche, parce que tout simplement, ça ne touche pas simplement notre intelligence, ça touche nos émotions. Et c'est pour ça que ça a marqué Dominique Gonzalez Foster ou d'autres gens. Je donne l'exemple de Dominique Gonzalez Foster parce que, comme c'est une artiste, elle en a parlé. Oui. Mais à la radio, j'ai entendu une émission à France Culture sur Soleil Vert où quelqu'un expliquait qu'il y avait dans une projection en avril 2022 une dame qui est venue après la projection du film pour participer au débat et qui a expliqué qu'elle, ça l'avait tellement marqué qu'elle n'a pas voulu le revoir. Ça l'a marqué dans sa vie, dans ses choix, mais qu'elle voulait participer au débat. Donc il n'y a pas que des artistes qui sont influencés par ce genre de film, il y a des tas de gens, comme nous autres. Voilà. Et donc, c'est ce jeu, en quelque sorte, cette utilisation, finalement, de fiction avec la distance qu'elle suscite, pour nous permettre non seulement intellectuellement de comprendre, mais de ressentir les choses, est plus important que jamais. Alors, je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'il n'y a peut-être pas de planète B, donc il vaudrait mieux faire attention à la planète A. C'est un vrai questionnement, y compris dans l'art, et je pense notamment à une chapelle qui nous intéresse, la question des arts numériques. Ce qui est intéressant par rapport à l'espace et la conquête spatiale, c'est qu'en 50 ans, on est passé de la conquête spatiale à l'économie de l'espace, avec les Bezos et les Musk. Et en même temps, récemment, on recevait Étienne Klein, avec qui on a parlé de physique. On a pris un peu de distance par rapport à la Terre et qui lui, pense que finalement,
l'humain est résolument terrien et qu'il ne peut pas y avoir, en tout cas dans son esprit, d'humain en dehors de la Terre. Alors je pense qu'il y a l'aspect technique, on nous vend du vent aujourd'hui, peut-être un jour, en même temps on ne ferme pas la porte, mais est-ce que nous serions encore humains en n'étant plus terriens? Alors, je vais raconter une anecdote qui est assez amusante en fait, hein, parce que moi j'ai toujours été fasciné par les aventures spatiales en fait. Hein, donc, je suis gamin, etc. Donc, je suis né dedans, donc les extraterrestres. Pour moi, c'est mon univers de gamin en fait. Hein, donc, le premier livre que j'ai lu, c'était Martien Gaume de Frédéric Brown, hein, avec des martiens verts qui viennent nous envahir. Donc, cette question est pour moi assez précieuse, cette question de l'espace, y compris en termes critiques. Et l'anecdote que j'aimerais raconter, c'est que, voilà, j'ai lu attentivement les textes de Bruno Latour sur la question, notamment dans Face à Gaïa, donc anthropologue, sociologue, qui est décédé récemment, Bruno Latour, qui a la même thèse que Étienne Klein, à savoir que, au fond, il ne faut surtout pas parler de conquête spatiale, que l'humain est impossible à dissocier de la Terre, de son écosystème. Nous sommes notre écosystème, nous sommes notre environnement, comme notre environnement est nous. Hein, il y a aussi des thèses de Lynn Margulis, de James Lovelock, l'hypothèse Gaïa, etc. Donc on voit bien en fait. Et la thèse de Bruno Latour était de dire, et dans son bouquin Face à Gaïa, il interpellait le Spock et le capitaine du vaisseau Enterprise de Star Trek en disant mais non, revenez, on n'a plus à explorer l'espace. C'est totalement idiot, c'est totalement ridicule. Il ne disait pas comme ça, mais voilà. Et il parlait de Gravity, le film avec Clooney, en fait, où effectivement ça se passe très mal dans une station spatiale orbitale. Et donc il faut revenir sur Terre. Voilà. Plus d'exploration spatiale, plus rien, etc. Il faut revenir sur Terre. Et donc j'ai été, avec un ami Dominique Genvray, on a été interrogé pour la revue Multitude, Bruno Latour, à peu près un an et demi avant qu'il décède. Et on voulait notamment lui parler de l'imaginaire. Il n'était pas très sensible aux imaginaires. Bon, on a fait un grand entretien qui était super, et je suis venu avec un livre qui était Aurora de Kim Stanley Robinson. Un bouquin qui est sorti en 2015 aux États-Unis, en 2019 en France, et qui met en scène un vaisseau spatial, une arche spatiale, qui part pour essayer d'explorer en fait du côté de Proxima du Centaure, ou d'Alpha du Centaure en tout cas, qui a repéré une exoplanète qui potentiellement serait habitable, et ça se passe très mal. Et ça se passe très mal parce qu'effectivement, on est indissociable de l'écosystème. Et donc, ils arrivent sur cette planète, et il y a une sorte de prion, de petit virus, qui fout le bras, en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que d'ici à ce qu'on puisse trouver une planète qui puisse nous accueillir, et qui soit un écosystème, sans parler des années-lumière que ça représente, en fait. Hein. Donc, c'est quasiment infaisable. Et au fond, c'est ce que raconte Kim Stanley Robinson dans Aurora. Et alors même qu'il a été l'auteur de la trilogie de Mars, qui a mis en scène la terraformation de Mars, où il a passé pendant 15 ans, il a bossé avec la NASA pour voir comment on pourrait aller sur Mars de quelle façon, et qui est le premier critique d'Elon Musk, en disant que c'est un gamin, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire et rien. Eh bien, dans Aurora, il remixe quelque part ce qu'il écrivait dans ce bouquin, dans Mars la rouge, et en disant que, et Mars la verte, Mars la bleue, en disant que, en gros, y compris dans 1000 ans, ça sera devenu impossible. Il réécrit son propre livre. Et Aurora, ce bouquin, dedans, il y a un groupuscule qui s'appelle La Terre d'abord, qui effectivement donc, met en scène ce fait qu'aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, on serait avant toute chose terrien, et que nous séparer de notre écosystème, c'est quasiment infaisable, ou en tout cas hyper complexe, hyper compliqué. Tout ça pour dire que j'ai offert ce bouquin, alors qu'il n'est pas de science-fiction, à Bruno Latour, et que 9 mois plus tard, il en parlait à la radio. Et il suivait Kim Stanley Robinson, alors qu'il n'aime pas la science-fiction. Mais, et ça c'est mon point de conclusion primordial, c'est que pourquoi je me suis essayé de me confronter à Bruno Latour, humblement, parce qu'il est beaucoup plus fort que moi et beaucoup plus important que moi, c'est parce que ma thèse, c'est de dire, il ne faut pas faire de conquête spatiale, mais il faut continuer à explorer. Si on ne regarde plus vers les étoiles, on perd notre imaginaire. Donc il faut, d'où, par exemple, James Webb, le télescope. Pour moi, c'est géantissime, c'est génial. Ça nous permet de nous raconter des histoires. Et ça nous permet, parce que quand on explore l'univers, j'entendais David Elbaz à la radio récemment, qui est un astrophysicien, il mettait en scène tout ce qu'on découvre sur nous-mêmes en explorant les galaxies les plus lointaines, les trous noirs,
Et cette question de la vie ailleurs, je pense qu'on ne doit pas l'abandonner, surtout pas. Envoyer des gens sur Mars, c'est ridicule, ça n'a aucun intérêt. Travailler avec des télescopes du type James Webb, continuer à explorer et continuer à imaginer que potentiellement, il y a d'autres vies ailleurs qui puissent exister, ça me paraît majeur. Et donc, quand Bruno Latour, au nom de quelque chose de tout à fait juste, même Étienne Klein, nous disent « on n'était rien, donc inutile d'envoyer les hommes ailleurs », ils ont raison, mais ils devraient préciser juste oui, après. non, mais je pense que, en effet, Étienne Klein est évidemment totalement pour l'exploration, mais peut-être pas pour la conquête. D'ailleurs, c'est marrant, c'était une amie, Manuela de Barros, qui me rappelait qu'on a beaucoup parlé des colonies spatiales et que ce terme aujourd'hui a un petit peu vieilli. Exactement, c'est qu'il faut qu'on sorte du colonialisme, qu'on sorte du patriarcat, qu'on sorte de ces logiques-là. Et si on se met en empathie avec des univers, le nôtre d'abord, déjà qu'on se mette en empathie avec les extraterrestres que nous avons considérés comme des que dalle. Je veux dire, les poulpes, si ça se trouve, c'est des intelligences remarquables. Ah ouais. Voilà. Alors justement, sur cet autre qui n'est pas de la Terre, hein, les fameux extraterrestres que tu as connus, moi aussi, petits hommes verts. Aujourd'hui, on a d'autres imaginaires. Et en même temps, il y a quelque chose qui a une sous-catégorie de l'exploration ou de la conquête spatiale qui est la rencontre avec cet autre extraterrestre, hein, qui est mise en scène dans quantité de romans, de films. Il y a des films qui sont très forts, moi, je pense à Premier Contact, drôle, ou Contact, hein, avec Jodie Foster, qui est assez fin. Hein. Là, ça pose souvent des questions qui sont vraiment la question de racisme, hein, liées au racisme, qui sont rejet ou empathie. Et il y a souvent les deux versions dans pas mal de ses œuvres. Et finalement, c'est une question centrale de la rencontre de l'extraterrestre. Est-ce que s'il arrive là, on ne va pas commencer par lui balancer quelques bombes atomiques, quoi? Oui, bah, les gens ne savent pas, mais Emmanuel Kant, quand même, une sorte de référence absolue de la philosophie, a parlé des extraterrestres. Il a évoqué l'hypothèse, alors pas dans la critique de la raison pure, mais dans ses premiers textes, ça a toujours été sous-jacent dans sa réflexion, l'importance d'envisager l'autre. D'un point de vue philosophique, cette figure de l'extraterrestre est pour moi primordiale, parce qu'elle est le symbole de l'autre radical, de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, qui est très difficile à connaître et très difficile à approcher. Et donc effectivement, dans la mythologie des extraterrestres, il y a à la fois la guerre des mondes, il y a à la fois l'extraterrestre vengeur, agressif, négatif, qui vient envahir l'humanité en quelque sorte. Et puis il y a aussi, dans Rencontre du troisième type, l'extraterrestre qui potentiellement est juste là pour la connaissance. Et effectivement, l'exemple du film Premier Contact donc de Denis Villeneuve en 2017 met en scène des heptapodes qui au fond essayent de nous parler. Voilà, et tout est autour du langage. Et en fait, ce film est extraordinairement bien en scène. Il est tiré d'une nouvelle de Ted Chiang, mais extrêmement bien en scène avec Jodie Foster, non, c'est ça? Non, Jodie Foster c'était avant, c'était en Contact. Oui. Bon. En Premier Contact de Denis Villeneuve, qui est en 2017, sachant que le film Contact est plus ancien, il date, je crois, des années 2000, un truc comme ça. Donc voilà, donc met en scène ce rapport à l'inconnu. Et je pense que les très bons films, les très bonnes fictions, romans mettant en scène les extraterrestres, sont celles qui mettent en scène, qui mettent en valeur l'extraterrestre comme étant cette figure de l'autre, cette figure, ce visage, cet inconnu, cet imprévisible avec lequel nous devons en quelque sorte frayer, auquel nous devons nous confronter en permanence. Et parce que l'autre, il nous sert de miroir et il nous contraint en quelque sorte à nous poser la question sur qui nous sommes, où nous allons, pourquoi et comment. Il a une vertu philosophique. Mais quand je parle de cet autre-là, c'est à la fois le petit gris de Rencontre du troisième type à la fin des années 70, donc de Steven Spielberg, mais c'est aussi le Alien de Ridley Scott. Il se trouve que j'ai écrit un très très gros article dans la monographie d'Alien qui vient de sortir donc, chez ActuSF, dirigée par Nicolas Martin et Simon Rioux. Et ce que j'y explique notamment, c'est que le grand méchant de Alien, c'est pas Alien, c'est pas l'être extraterrestre, c'est la Houland Routani, c'est la compagnie. Le monstre, il est capitaliste. Et ce qui nous permet la révélation de ce monstre capitaliste,
c'est l'autre radical, qui effectivement n'est pas très cool. Bon, hein, l'alien n'est pas vraiment très cool envers l'humain, il va pondre des œufs dedans, mais c'est une sorte de vie sauvage, extrême, quelque part. C'est une sorte d'altérité radicale, alors destructrice potentiellement, mais comment la juger selon nos propres critères? C'est pas possible. En revanche, elle nous met en scène ce monstre capitaliste. Le tout début des dialogues de Alien, on a complètement oublié, c'est un dialogue autour des primes que les soutiers, que les ouvriers du Nostromo, donc du vaisseau spatial, ne vont pas avoir au même niveau que les autres. Ils ont des demi-primes, parce que ce sont des soutiers, ce sont des ouvriers, en fait. Ils sont exploités par la Boulan-Boutani. Voilà. Et donc l'extraterrestre, il est ce révélateur. Et on a besoin de cet autre-là, je le dis d'autant plus que si on veut éviter que l'ailleurs soit uniquement religieux, il faut que celui-là, cet extraterrestre-là, cet ailleurs, soit présent différemment. Sinon, systématiquement, on se retrouve face à un ailleurs qui n'est que religieux. Je ne suis pas contre l'ailleurs religieux en tant que tel. Je suis contre le fait qu'il ne puisse y avoir que lui, qu'un grand barbu dans le ciel ou je ne sais quoi. Parce qu'effectivement, là, pour le coup, on a affaire à des fictions qui ne se donnent pas comme des fictions, qui deviennent des sortes de mythes et auxquels les gens vont commencer à croire littéralement. Je ne crois pas à l'extraterrestre. Je ne dis pas, je crois à l'extraterrestre comme je pourrais croire en Dieu. Je dis, il faut envisager la potentialité, l'hypothèse de l'extraterrestre, et cette hypothèse-là, elle est politiquement et poétiquement passionnante. Mais d'ailleurs, quand tu parles du barbu dans le ciel, on y arrive, on peut parler même avec pas mal d'œuvres de science-fiction, où on s'approche singulièrement de la figure de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a comme ça pas mal de romans où on est un petit peu aussi à la rencontre cet extraterrestre du maker, quoi. Je veux dire, dans Contact, il y a une forme d'ambivalence, avec d'ailleurs la figure de son père. Et même dans Prométhéeus, Dieu ou diable, c'est un petit peu aussi à la rencontre dans le dernier du maker, de celui qui a fait. Il y a beaucoup d'ambiguïté comme ça. Et d'ailleurs, tu nommes aussi que cette ambiguïté, elle est vraie aussi même dans les séries où les gens ne sont ni jamais, dans notamment Game of Thrones, ni jamais totalement bons, ni jamais totalement mauvais. Et c'est cette figure de l'extraterrestre omnipuissant qui vient vers nous plus que l'inverse, on touche parfois The Maker. Mais c'est logique. C'est logique, hein. Décalogue de la Bible, tu ne dessineras point, tu ne sculpteras point des êtres vivants, et notamment l'être humain. Et le fait, l'humain, par essence, ne respecte pas le décalogue de la Bible. Donc, au fond, notamment nous, dans nos mondes judéo-chrétiens, on est en permanence face à la référence mythique première, qui est la nôtre, au fond, finalement, de nos traditions. Et il y en a d'autres, heureusement, en parallèle, bouddhistes ou autres, qui viennent s'ajouter, et des références non religieuses. Mais je pense qu'on a besoin d'une pluralité, quelque part, de références de ce type-là. Mais c'est tout à fait logique. C'est-à-dire, on retrouve effectivement dans Contact c'est Robert Zemeckis, je crois, le film, je crois. Avec Jodie Foster, on retrouve très clairement cette ombre de Dieu, quelque part, cette ombre du Créateur, parce que dans ce qui lui arrive... Et puis cette question fondamentale, si nous envoyons quelqu'un si qu'est-ce loin, qui peut se passer? Est-ce que c'est quelqu'un possiblement qui peut représenter tous les terriens et toutes les terriennes et qui ne seraient pas croyants, alors que finalement 80-90%. Donc c'est des questions. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans ces œuvres de science-fiction, c'est que ça pose souvent des questions qui vont bien au-delà de romans comme on l'évoquait au début. Oui, tout à fait. On pourrait parler de Ad Astra ou de 2000 ans de l'Odyssée de l'espace. Moi, ce que j'aime bien dans 2000 ans de l'Odyssée de l'espace, c'est que la métaphore religieuse, elle est présente, mais elle est sous-jacente. C'est-à-dire, en gros, elle n'est jamais, souvent. Voilà, elle n'est jamais dite en tant que telle. Alors que ce que j'apprécie moins dans par exemple, Prometheus et Covenant, c'est-à-dire les deux derniers de la série Alien, parce que les films Alien il y en a eu 6, en quelque sorte. Le premier de Ridley Scott, puis après, il y a eu James Cameron, il y a eu Fincher, voilà, il y a eu Jeunet, et puis de nouveau, pas les pires, voilà. Puis ensuite, il y a eu les deux... il y a eu donc de nouveau Ridley Scott. Bon. Et parce qu'a priori, justement, moi, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'effectivement, dans les deux derniers, il y a cette idée d'être qui nous aurait créé.
en fait, qu'auraient créé les aliens, de fait, de cette manière, et qui nous auraient créé potentiellement aussi, on ne sait pas trop. À mon avis, c'est un peu trop appuyé. Et je préfère l'idée que les aliens soient radicalement autres et différents, plutôt qu'ils soient créés par des êtres supérieurs, qui nous seraient en plus, nous, supérieurs, tels qu'ils le retrouvent. Donc, oui, je pense que c'est absolument inévitable, lorsqu'on est dans la spéculation, lorsqu'on se projette dans l'espace, de retrouver ces grandes questions philosophiques, celle de la création, de l'humanité, celle de la création de l'univers. Et après, il y a des auteurs, des cinéastes, des romanciers, des créateurs de jeux vidéo qui potentiellement ont plus ou moins de talent. Et celui que j'apprécie de talent, c'est celui qui nous permet d'entrer, quelle que soit notre religion, qu'on soit athée, qu'on soit religieux, quelles que soient nos convictions, dans ces mondes-là, sans qu'on nous dise quoi penser. Sans qu'on nous dise, c'est cette religion, c'est pas celle-là. Dès lors plus on se rapproche d'une logique, en quelque sorte, on va dire, pédagogique et on va dire prosélyte, moins cela me semble puissant et intéressant.